il découle son karma d'autre part, des concerts. Et la même chose, à mon avis, aura lieu avec l'écriture, parce que dans cette orgie multimédiale, l'écriture n'est plus reconnue comme étant méritée par la personne, mais elle sera partagée. L'écriture, elle sera confondue dans une multiplicité de visages, de pensées, dans une confusion immédiate qui sera créée par cet extraordinaire chaos multimédial. Mais la parole est nue. La parole est quand même dotée d'un fondement qui laisse la marque, qui transperce, qui impose la méditation, la réflexion, la connaissance, mais aussi la connaissance. Quand la parole se réunit, quand elle rencontre le sacré, il y a un sens merveilleux d'après lequel tout ce qui est écrit doit être écouté. Ça doit être écouté et absorbé. Et tout ce qui est absorbé devient sang. Il se transforme en chair. C'est magnifique. Essayez d'imaginer ce que signifie non pas tellement le fait de lire le Coran, le Sacre Coran, qui est le livre saint des musulmans, mais l'écouter, l'entendre. Et on dit que même dans l'hypothèse la plus dramatique, si toutes les copies de ce livre étaient détruites, certainement quelqu'un resterait qui le connaîtrait par cœur et qui serait donc en mesure de le réécrire. La même chose aussi pour ce qui est la structure liturgique de la parole, c'est-à-dire la possibilité d'en faire une matière vivante, ce qui n'est pas un exercice pour des savants, mais qui est le fruit, qui est le sang, qui est la chair de générations de mémoires d'individus. Elle prétend une lenteur, elle prétend d'être accouplée à la grandeur, parce que c'est un dialogue avec l'éternel. Ce que la parole nous a donné dans sa caractéristique d'être nue, eh bien, la parole, elle nous a donné qui s'approche à la définition même d'homme. Homme est un mot qui n'a pas besoin d'adjectif. Ce n'est qu'un exercice stupide que d'associer un adjectif au mot homme, à la parole homme, au terme homme. Et voilà, la parole est quelque chose qui n'a besoin d'aucun adjectif. Et le livre non plus. Le livre a déjà, dans la définition qui a été donnée dans les siècles et dans les temps passés, c'est quelque chose qui arrive à contenir les mondes, les existences, les expériences, de par lui-même. Et je conclus en disant que ce que nous sommes en train ici de raconter, c'est une façon de disparaître aux marges de tous les autres mondes. C'est comme si nous devions nous souvenir d'un bâtiment tout à fait délabré, d'un reste qui est notre patrimoine, où ce fantôme continue de vivre, ce fantôme qui est le fantôme du livre. Et toutes les maisons autour, les bâtiments autour, qui sont les bâtiments du génie, de l'art, de la créativité, sont tous embarrassés, ils sont tous mal à l'aise devant ce fétiche qui, tous les jours, est soumis à l'attaque du bavardage multimédial, qui est annulé par ce bavardage multimédial. Parce qu'au moment où nous sommes ici réunis et que nous discutons de l'avenir de l'écriture, nous sommes tous conscients, parfaitement conscients, que dehors, dans l'existence de tous les jours concrète, la vie pratique de tous les jours, ce fétiche devient de plus en plus l'objet qui doit être fouetté, qui doit être fusillé avec l'arme la plus terrible qui est l'oubli. Et c'est un sentiment de haine terrible qui découle. Mais de cette sentinelle qu'est la parole, cette sentinelle toute nue qu'est la parole et qui, dans sa nudité, nous ramène à nous interroger sur ce que devrait être notre avenir, eh bien, je vous lance cette provocation. Ne devons-nous pas peut-être adresser à cette sentinelle un seul horizon,
qui est l'origine. Le seul horizon pour la parole, c'est l'origine. L'origine qui a créé le fondement de notre existence. Et c'est le seul horizon qui nous permet d'être universel. C'est le seul horizon qui nous permet d'entamer un dialogue intime, secret, profond entre l'Orient et l'Occident. C'est le seul horizon qui permet que la reconnaissance des existences du monde puisse avoir un dénominateur commun. Et c'est dans la nudité même de la parole, la modification des alphabets, des signes graphiques, qu'on a été capable de reconnaître en réalité ce qui n'est pas un simple exercice de futurologie à travers le livre, mais qui, encore une fois, représente la reconnaissance de l'origine. Parce que là où les peuples sont capables de se reconquérir leur avenir, de conquérir le futur, et vous le savez, parce que vous faites bien attention à ce qui se passe, vous qui êtes en salle, savez bien ce qui se passe dans le futur, eh bien, cela ne peut avoir lieu que quand nous sommes capables de parler, et de parler sur la base d'une origine, sur la base de racines, qui, à la base, nous ramène au sens des paroles. Et ce n'est pas quelque chose qui concerne les savants, mais c'est quelque chose qui concerne les voyageurs, les marchands, ceux qui voyagent et qui tous les jours sont capables de lire la vie de tous les jours et qui sont capables de faire en sorte que tout objet devienne un objet moderne. Si vous me permettez, je voudrais revenir à ce que j'ai dit au début. J'ai parlé dans ma fonction tout d'abord de libraire, ensuite d'écrivain et maintenant de journaliste. Je voudrais dire quelque chose de personnel. Que le monde est en train de changer, c'est très banal. De dire que le monde change, c'est banal. Pendant cette dernière campagne électorale, j'ai été très impressionnée par le fait que le Premier ministre italien a utilisé le mot cassette. Il a dit « je l'ai vu dans une cassette », a-t-il dit. Se servir du terme cassette, ça veut dire méconnaître qu'entre-temps, il y a eu les CD, les DVD, la possibilité d'aller sur Internet, les téléphones cellulaires. Il a méconnu le passage de l'analogique au numérique. Et le fait de méconnaître ce passage signifie tomber dans un piège. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que le futur, l'avenir, qui nous demande d'être banal et donc d'être capable de reconnaître ce qui est en train de se passer, le futur est hanté par un fantôme qui est le fait de succomber au modernariat, c'est-à-dire à des objets sympathiques, à des objets amusants, à des objets peut-être utiles à ce moment-là, mais qui ne servent plus à rien, qui sont devenus complètement inutiles. Donc ce ne sont que des débris de notre existence que nous laissons derrière nous. L'humanité, maintenant, est en train d'affronter une autre révolution. L'énième révolution, c'est la révolution du numérique. Qui, par un jeu de prestige, nous permettra de rassembler beaucoup de choses. Peut-être dans 3 ans, dans nos maisons, il n'y aura plus de télévision, de poste de télévision. Cette espèce de totem qui a accompagné notre existence avec des anxiétés, avec des préoccupations, avec des cauchemars même. Eh bien, ce totem, il sera complètement éliminé et il sera remplacé par des écrans de plus en plus grands qui seront de plus en plus capables et qui nous donneront de plus en plus de choses. Mais il y aura toujours un détail. Tout se passera quand même toujours dans une maison, à l'intérieur. Ce ne sera jamais en plein air. Et je dois dire que ça, du point de vue poétique, si on l'applique à l'homme, en réalité, notre vraie maison ne pourra toujours n'être que dehors de la maison, en face de cet horizon. Mi vado adesso a sedere. Et maintenant, je vais m'asseoir.